Ce qui commence comme une journée normale au tribunal se transforme rapidement en quelque chose que personne n'a vu venir. Une femme noire, digne, silencieuse, entre dans la salle d'audience numéro 3 du tribunal de Bellerive. Anna Morel, 64 ans, retraitée, ancienne institutrice et militante discrète, comparaît aujourd'hui pour avoir prié paisiblement devant un bâtiment administratif. À ses côtés, sa jeune avocate, Nora Bellamy, tient un dossier serré contre sa poitrine. Elle sait que ce ne sera pas un procès ordinaire. Pas avec le juge Raphaël Lemoine au banc. On le surnomme le marteau de Bellerive, célèbre pour son ton sec et son intolérance envers toute forme de défi. Il règne dans sa salle comme un souverain d'un autre âge, convaincu que son pouvoir est au-dessus de tout. La chaleur de ce matin-là n'a rien à voir avec le climat. L'atmosphère dans le tribunal est lourde, épaisse, saturée de tension. Les murmures des journalistes s'étouffent dès que les portes se referment. Tout le monde sait que quelque chose est sur le point de se produire, mais personne ne s'attend à ce que cela change tout. Anna est vêtue simplement, un tailleur bleu pâle, des chaussures plates. Sa posture droite trahit des décennies de patience et de douleur. Elle n'est pas là pour se défendre. Elle est là pour dire la vérité. Lorsque le juge Lemoine entre, la salle se fige. Son visage est fermé, ses gestes précis, mécaniques. Il s'installe derrière le bureau surélevé, jette un œil rapide au papier devant lui, puis tape d'un coup sec le marteau de bois. Audience ouverte. Affaire suivante. La voix est glaciale, maîtrisée, mais chaque mot semble vouloir écraser l'âme de ceux qui l'écoutent. Madame Morel, vous êtes accusée d'avoir occupé un espace public à des fins non autorisées. Comment plaidez-vous? Anna lève doucement la tête. Non coupable, monsieur le juge. Nora se lève à son tour. La défense demande la relaxe immédiate. Ma cliente n'a troublé ni l'ordre ni la sécurité. Elle a simplement prié, en silence. Le juge l'interrompt immédiatement. Mademoiselle Bellamy, si vous êtes venue pour faire un discours militant, je vous suggère de retourner à la fac. Un murmure choqué traverse la salle. Nora serre les dents, mais reste droite. Anna pose une main apaisante sur son bras. Le juge continue. Ce tribunal ne s'occupe pas des émotions. Il applique la loi. Et selon la loi, votre cliente a enfreint une réglementation fédérale. Il ne le dit pas, mais tout le monde comprend. Ce procès est déjà joué d'avance. Au fond de la salle, un homme observe. Grand, discret, costume gris anthracite, carnet fermé sur ses genoux. Il n'a pas bougé depuis le début. Ses yeux ne quittent jamais le juge. Il ne prend pas de notes. Il écoute. Anna l'a vu. Nora aussi. Mais personne ne dit un mot. Le procès reprend. Anna reste calme. Elle répond aux questions avec douceur, sans se défendre, juste en racontant les faits. Elle priait, comme chaque semaine, à l'ombre d'un platane devant le bâtiment de la préfecture. Pas de pancarte, pas de cris. Juste un chapelet dans la main et une prière pour les familles expulsées récemment. La plainte a été déposée par un nouveau vigile, un jeune homme mal à l'aise, qui ne savait pas vraiment à qui il avait affaire. Mais aujourd'hui, cette simple plainte a été transformée en menace. Le juge Lemoine, irrité, lève à nouveau la voix. « Et vous prétendez que cela ne dérangeait personne ?» Anna répond doucement. « Je ne prétends rien, monsieur le juge. Je priais. En silence. Pour ceux qu'on oublie. » Le silence se fait, et dans ce silence, un poids se déplace. Quelque chose change. À la pause, Nora et Anna restent dans la salle. L'homme en costume s'approche lentement. « Madame Morel, maître Bellamy, je m'appelle Elliot Marchand, Bureau fédéral de surveillance judiciaire. » Anna le regarde avec calme. « Je me doutais que vous n'étiez pas là par hasard. » Il leur tend une enveloppe. « Ne l'ouvrez pas maintenant, mais sachez que ce que vous vivez ici n'est pas isolé. D'autres cas sont en cours d'analyse. Vous n'êtes pas seul. » Quand la séance reprend, Nora se lève lentement. Ses pas résonnent sur le parquet ciré comme des coups de glas. Elle dépose une requête formelle. Sa voix est calme mais tranchante. « Monsieur le juge, le cabinet de la défense a reçu ce matin des éléments nouveaux, transmis par un service fédéral indépendant, des images de vidéosurveillance ignorées par l'accusation, et des relevés bancaires attestant de transferts suspects vers le témoin principal, M. Clément Duret. » Un frisson parcourt la salle. Les journalistes cessent de taper sur leur clavier. Le juge Lemoine fronce les sourcils, jette un coup d'œil au document que le greffier lui tend, puis pâlit brusquement. Il relit,
s'attarde sur une page et ses doigts tremblent légèrement. Nora poursuit, implacable. Monsieur Duret aperçut un virement de 4 000 € 3 jours après avoir désigné formellement Madame Morel. Un virement direct, sans justificatif, depuis un compte lié à un cabinet d'avocats proche de l'administration judiciaire de ce tribunal. Le juge tape brutalement du poing sur son bureau. Objection. Ce tribunal ne reconnaît pas ce type de preuve sans authentification préalable. Mais sa voix manque de force. Quelque chose s'est fissuré dans son ton, une faille que tous perçoivent. Le silence s'abat. Un silence dense, lourd. Le greffier cesse d'écrire. Le procureur tourne lentement la tête, le regard fixé sur ses chaussures. Dans la salle, les murmures s'élèvent comme une marée contenue. Puis, la porte du fond s'ouvre, lentement. 2 agents fédéraux entrent. Badge en évidence, visage fermé, costume impeccable. Ils traversent la salle sans un mot. Une caméra tourne. Le flash d'un appareil photo brise l'immobilité. L'un des agents s'adresse au juge. « Monsieur Raphaël Lemoine, vous êtes l'objet d'une enquête pour corruption, entrave à la justice et discrimination systémique. Nous vous demandons de nous suivre immédiatement. » La stupeur fige la salle entière. Le juge tente de se lever avec dignité, mais sa main tremble. Il ouvre la bouche. Aucun mot n'en sort. Il tend la main comme pour arrêter le temps, pour faire appel à une autorité supérieure qui ne viendra pas. Même les agents de sécurité restent immobiles. Il hurle enfin. « Vous n'avez aucune preuve, c'est un coup monté. » L'agent lui tend un épais dossier. Ce document contient les preuves de 18 cas de manipulation de procès, dont celui-ci. Vos décisions sont désormais placées sous enquête fédérale. Un gémissement à peine audible s'échappe d'un banc au fond de la salle. Une vieille femme, le regard fixe, laisse échapper une larme. « Mon fils », murmure-t-elle. Anna, droite, ne cille pas. Nora non plus. Elles savent. Ce moment, elles l'ont rêvé. Elles l'ont espéré, arraché à force de ténacité. Le juge baisse enfin les yeux. Sa voix n'est plus qu'un souffle. « Vous ne comprenez pas ce que vous déclenchez. » Anna répond calmement. « Si. Très bien. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la vérité n'a pas peur de la lumière. » Les menottes claquent. Le bruit métallique résonne comme un coup de tonnerre. Le juge est escorté hors de la salle. Un silence abasourdi plane. Puis, quelque chose d'étrange. Ce n'est pas la peur. C'est un souffle. Celui d'un monde qui se remet à respirer. 1 heure plus tard, un homme entre. Cheveux blancs, lunettes fines, regard bienveillant mais ferme. Monsieur Baudouin, le nouveau juge nommé en urgence. Il prend place, lit longuement le dossier. Ses doigts effleurent les pages, comme s'il cherchait la vérité entre les lignes. Puis il lève la tête. Compte tenu des éléments apportés, des irrégularités observées et du contexte exceptionnel de cette affaire, toutes les charges contre Madame Anna Morel sont levées. Ce tribunal reconnaît avoir failli à son devoir. Personne n'applaudit. Pas de cri, juste un souffle, un murmure de soulagement, des larmes qui tombent en silence. Nora prend la main d'Anna. C'est fini. Anna hoche la tête. Non, ça commence. À la sortie, sur les marches du palais de justice, des gens attendent, mais pas pour voir un scandale, pour saluer une victoire, une vraie. Nora s'adresse aux journalistes. Sa voix est ferme. Un comité de révision judiciaire est en cours de création. Si vous avez été jugé par le juge Lemoine, contactez-nous. Nous ne laisserons personne dans l'ombre. Anna regarde la foule. Elle voit les visages. Ceux qui espèrent. Ceux qui n'osent pas encore croire. Elle lève la main. Pas pour parler, pour bénir. Ce geste, simple et silencieux, devient symbole. Elle est là, présente, inébranlable, la justice incarnée. Mais alors que la foule se dissipe, un homme s'approche. Il a une enveloppe froissée à la main. Son visage est creusé, ses yeux rouges. « Madame Morel, je suis le frère de Clément Duret. Il a laissé ça, une lettre. Il s'est pendu ce matin. Il n'a pas supporté. » Anna prend l'enveloppe. Nora pose une main sur son épaule. Un silence glacé s'abat. Le frère ajoute en larmes. Il a avoué, tout. Qu'on l'avait payé, menacé, qu'il avait menti, et qu'il n'avait plus la force. La lettre est lue devant caméra, quelques heures plus tard. Les mots sont d'une simplicité déchirante. Un homme brisé, manipulé, devenu outil d'une machine. Il y confesse ses fautes, demande pardon à Anna, et supplie que d'autres n'aient pas à porter ce fardeau. Ce témoignage posthume fait exploser l'opinion publique. Des dizaines d'affaires sont rouvertes. Des juges, des procureurs, même des enquêteurs sont suspendus.
les murs de l'institution tremblent. 2 mois plus tard, Anna est appelée à s'exprimer devant le Sénat, non comme accusée, mais comme témoin. Elle s'adresse à la nation. Son discours est bref, mais inoubliable. Vous m'avez demandé comment on se relève après l'injustice. On ne se relève pas seul. On tend la main, on construit ensemble, et surtout, on regarde la vérité en face, même quand elle fait peur, car seule la vérité guérit. Des larmes coulent, un silence solennel suit son départ. Une sénatrice murmure « On vient peut-être d'entendre l'histoire ». Et cette nuit-là, quelque part dans une petite maison, Anna allume une bougie. Elle ouvre une boîte contenant les photos de ceux qu'elle a perdus. Puis elle sourit, faiblement. Pas parce que c'est fini, mais parce qu'enfin, le vent tourne.